Bonjour et puis merci d'être là. Bienvenue au Mon Petit Entretien. Je m'appelle Éric Martin, je suis professeur ici au département de philosophie et j'ai la grande joie aujourd'hui d'accueillir quelqu'un qui, j'ose le dire devant tout le monde si ça ne te dérange pas, qui est aussi un ami personnel. Mais avant d'être mon ami, c'était quelqu'un que j'admirais. Alors je ne veux pas dire non plus que j'ai arrêté de l'admirer, je l'admire encore, mais en plus j'ai la chance de pouvoir le connaître mieux maintenant. Mais bien avant de le connaître, j'étais étudiant à l'université et je voyais ses films et puis je me disais « Waouh, c'est quelque chose quand même ça ». Alors, c'est une double joie, donc, à la fois pour le cinéphile et pour l'ami que je suis, que de recevoir Bernard Raymond ici au Cégep. On remercie donc les gens qui organisent tout ça, Jacques Provost qui est derrière, tous les collègues qui sont là avec leurs étudiants et étudiantes, et puis les gens de la bibliothèque. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, donc, on va discuter un peu avec Bernard Raymond pendant peut-être une heure. Et puis après ça, on prendra les questions. Je vous parle un peu de Bernard Raymond pour le présenter rapidement, et puis après, je lui pose quelques questions. Donc, la première des choses, la biographie de Bernard, c'est un cinéaste québécois. Il est né à Montréal en 1951. Il a fait des études en anthropologie et un mémoire de maîtrise sur le cinéma ethnographique. Il a travaillé pendant les années 1980 dans le Grand Nord canadien, alors qu'il était formateur à la télévision Inuit, quand même spécial. Et par la suite, il a commencé à faire des films de fiction, notamment La femme qui boit, 20h17 rue Darling. Ensuite, une trilogie sur les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, donc La Neuvaine en 2005, Contre toute espérance et La donation. Ses films les plus récents, Tout ce que tu possèdes en 2012, Le journal d'un vieil homme en 2015, et le prochain, qui on aura des nouvelles, j'imagine, en début 2018, Pour vivre ici, avec Élise Guilbeault, on en parlait tantôt. Alors, merci Bernard d'être là au Cégep. Et première question, donc, que j'ai adressée à Bernard Raymond. Dans le journal Le Devoir, récemment, il y a un article qui est paru où on décrivait Bernard Raymond comme quelqu'un qui est à la fois désenchanté et en même temps émerveillé. Comment est-ce qu'on peut être à la fois indigné, désespéré par la perte de la culture, par la perte des valeurs, par notre impuissance devant les catastrophes, et on sait qu'il y en a beaucoup dans notre monde, la crise écologique, ça va pas bien, on a un monde qui va mal, qui est malade. Comment est-ce qu'on peut être en même temps quelqu'un qui est désespéré et qui n'a pas perdu de vue la beauté du monde? Ce serait ma question, la première. Moi, je pense qu'on n'a qu'à lever les yeux vers le ciel, les nuages, les arbres pour être émerveillé. Il pourrait y avoir rien. Il pourrait y avoir rien, mais il y a quelque chose. Puis on est là pour le voir. On est témoin, par les temps qui courent, de choses terribles. On est en train de détruire la planète. Les rapports humains deviennent de plus en plus difficiles. Le capitalisme sauvage détruit des vies, détruit des États. Mais on est quand même là. On est quand même là, on peut lever les yeux au ciel, on peut être enchanté par la beauté d'un visage qui passe, d'une lumière. Et bon, pour moi, cette beauté-là, je ne dirais pas qu'elle rachète la laideur. Je pense qu'on ne peut pas racheter ça. Mais au moins, elle nous permet de continuer. Et moi, je pense que si on n'est pas sensible à la beauté du monde, on se demande bien pourquoi on voudrait la sauver. Alors, d'être sensible à la beauté du monde, ça donne non seulement l'envie, mais aussi le sens d'un devoir. Si on est sensible à la beauté du monde, on a le devoir de travailler à la sauver. Et évidemment, quand on se met à travailler à ça, on ne peut pas faire autrement qu'être, je ne dirais pas désespéré, mais en tout cas inquiet. Mais ces deux émotions-là coexistent, elles ne peuvent pas ne pas coexister. Si on tient à la beauté du monde, comment ne pas être inquiet devant ce qui se passe? Mais en même temps, comment ne pas la défendre? Et puis comment ne pas trouver de la beauté dans la défense de la beauté? Voilà. Sans espoir, mais avec conviction. Oui, sans espoir. C'est une formule de George Orwell qui disait que les socialistes aujourd'hui, on était en 1945 quand il a écrit ça, sont un peu comme un médecin qui est en train de soigner un patient dont il sait qu'il va mourir. Le médecin sait que le patient va mourir, mais il ne peut pas faire autrement que le soigner, et qui sait. Alors, il disait qu'il fallait travailler sans espoir, mais avec opiniâtreté. Bien, deuxième question maintenant. On est là aussi
parce qu'il y a un livre qui a été publié récemment, donc c'est un peu la raison pour laquelle on est réunis aujourd'hui. C'est ce livre qui s'appelle « Camarade, ferme ton poste ». Un titre assez sympathique, mais curieux pour un cinéaste quand même, qui nous dit finalement de nous éloigner des écrans. Donc, d'habitude, les cinéastes aiment mieux qu'on aille voir l'écran, n'est-ce pas? Donc, pourquoi fermer le poste? Écoute, c'est un peu pour faire un lien avec mon livre précédent qui s'appelait, dans la même veine, « Il y a trop d'images ». On vit dans un monde où, paradoxalement, la surabondance d'images nous empêche de voir la beauté du monde. Toutes les surfaces disponibles dans une ville sont envahies par la publicité. Notre temps libre se passe principalement à consommer des images sur nos tablettes, nos téléphones cellulaires, puis accessoirement nos télévisions maintenant. Il me semble que... Et bon, évidemment, si on ne voyait que des chefs-d'œuvre, que des grandes œuvres du cinéma ou du théâtre à la télévision, il n'y aurait pas vraiment de problème. Mais ce n'est pas ça qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est la petite musique de la société de consommation. Petite musique qui est complètement cacophonique à force d'être répétée et relayée. Je ne me rappelle pas des chiffres exacts, mais j'ai déjà lu qu'un enfant nord-américain moyen avait, à l'âge de 20 ans, visionné plusieurs milliers d'heures de publicité. Alors, c'est pas innocent, tout ça. Et là, les médias de masse servent principalement à faire vendre. La publicité, ce n'est pas une arrière-pensée des médias de masse, c'en est le centre. Il y a le président de la chaîne de télévision TF1, il y a quelques années, française. Patrick Lelay. Ah, écoute, voilà. Qui disait que la tâche principale des réseaux télévisés était de fournir du temps d'attention aux publicitaires. Et c'est exactement ça. Alors, oui, je suis cinéaste, oui, je fabrique des images. Mais d'abord, il faut que je dise que j'en fabrique très peu. J'en fabrique en fait le moins possible et qu'à chaque plan que je tourne, je me demande si il y entre plus de vérité que de mensonges. Parce que le cinéma, c'est l'art de la tromperie. Il n'y a rien qui est vrai au cinéma. Même quand on fait du documentaire, la présence de la caméra influe sur... Bon, j'ai fait du documentaire longtemps, je peux le savoir. Mais à travers cette technologie du mensonge-là, il demeure possible de fabriquer de la vérité. Je sais ce que la formule est paradoxale. Hein? Fabriquer de la vérité. C'est ce que j'essaie de faire. Alors pour moi, il n'y a pas vraiment de contradiction entre ce désir de vérité à travers les moyens du cinéma et la critique de l'univers médiatique qui nous entoure et des images menteuses qui nous submergent. En même temps, on est dans une maison d'enseignement et on connaît ça ici, les téléphones cellulaires, notamment dans les classes. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de dire peut-être aux étudiants par rapport à ça, par rapport à leur quotidien? J'ai lu récemment un article qui disait que l'habitant moyen des pays développés touchait plusieurs centaines de fois par jour à son téléphone cellulaire, des petits gestes, et que le temps d'attention devenait une rareté. Et je sais, moi je suis un lecteur, je lis beaucoup, je lis tout le temps, et je sais que maintenant, mon temps de lecture est perturbé, et puis Dieu sait que je suis averti. Mon temps de lecture est perturbé par mon appareil. Je ne suis pas à... toutes les alertes sont éteintes, mais quand même, quand un passage... Je sais, quand il y a un passage difficile, quand je suis en train de lire à travers passer à travers un passage difficile, ou un moment dans le livre qui me semble moins fort, tout à coup, mon attention... Ah, tiens, je vais me chercher un verre d'eau, et puis tant qu'à faire, je relève mes messages. On fait tous ça. Et le temps de lecture profonde, comme le temps d'attention profonde au monde, est fragmenté. Comment peut-on être vraiment sensible à la beauté du monde? La beauté du monde, c'est quelque chose qui se déploie dans le temps. Il faut prendre le temps de la voir. Comment peut-on être sensible à cette beauté-là si on a un temps d'attention de 15 secondes? On ne peut pas vraiment apprécier le changement d'une lumière dans une journée,
une des choses que j'aime le plus faire, c'est de regarder les gens. Je marche beaucoup, je marche souvent 2 heures par jour, et je regarde les gens. Je trouve une beauté dans les visages, une beauté. Et bon, si j'étais toujours en train de pitonner mon machin, qu'est-ce que je verrais? Je ne verrais que ce que la société de consommation à travers la culture de masse m'envoie sur mon petit appareil. Ça me donnerait une image singulièrement appauvrie de l'univers et ça m'éloignerait de la beauté du monde. Ça me permet de te poser une question par rapport... Oh, excuse-moi. Oui, vas-y. Ben, parce que dans le livre, à un moment donné, tu dis... là, je me suis bien tutoyé, tu vois. Vous dites, je ne sais plus quoi faire. En tout cas, tu dis... on est des amis, on va comme se tutoyer, ça ne dérange pas. Non. Dans le livre, tu dis à un moment donné, les grands livres font des grands citoyens. Hein? Donc, on parlait dans des grandes œuvres tantôt. Est-ce qu'on peut peut-être parler un peu de ça? Oui. Ça devient un peu difficile de parler aujourd'hui de grandes œuvres parce que l'univers dans lequel on vit, la société de consommation, nous persuade que nos choix individuels, personnels, sont les plus importants. En fait, c'est une attitude de consommateur face au monde. Alors, le consommateur va choisir ce qui est facile. Or, et c'est ce qu'on essaye de vendre, c'est ce que la culture de masse nous vend. Des choses qui ne nous dérangent pas trop, qui nous divertissent. Je sais, il n'y en a peut-être pas beaucoup qui ont fait du latin, mais la racine de divertir, c'est divertere, se détourner de. Se divertir, c'est se détourner du monde, c'est ce que les médias de masse font, contre rétribution, contre notre temps d'attention. Et elles rendent l'effort nécessaire à l'approche des grandes œuvres beaucoup plus difficile. Pour moi, les grandes œuvres sont quelque chose d'essentiel dans une culture. Je pense que si on n'a pas eu de contact, je ne dis pas qu'il faut lire tel ou tel livre, mais il faut connaître la tradition philosophique, savoir un peu qui étaient les grands romanciers du 19e siècle, ne pas être allergique à la musique classique, connaître un peu les quatuors, tout ça, de Beethoven, tout ça, toute chose qui demande de l'attention, de la concentration et une réelle volonté, contrairement à la culture de masse qui, elle, se consomme sans problème. On n'a pas besoin d'être attentif ou de faire un effort pour jouer à un jeu vidéo. Ça vient tout seul. Or, il se trouve que dans ces grandes œuvres-là, il se pense des choses essentielles. Et moi, je pense que il y a 2 choses. D'une part, à travers ces œuvres-là, on découvre la pensée de gens qui nous ont précédés, qui étaient parfois de grands penseurs, de grands esthètes. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que l'attention qu'on prête à ces œuvres-là nous rend plus attentifs au monde en général. Alors, on entend souvent, et je sais, j'ai eu votre âge, et moi, dans les lointaines années 60, et je me souviens qu'à votre âge, je me vantais de ne jamais lire un livre qui avait été publié avant 1900, à moins d'y avoir été obligé. Par bonheur, on m'y a obligé. Et c'est comme ça que j'ai découvert les grands écrivains du 19e siècle. Et je sais que ma vie serait plus pauvre si je n'avais pas lu Balzac, Tolstoï, Dostoïevski, Flaubert. Tchekhov, dont tu parles souvent. Mais ça m'amène sur une autre question, oui. Parce que tu as parlé de la question de l'effort, oui. De l'attention. Oui. Ça rejoint un autre fil conducteur du livre, parce que dans le livre, tu parles aussi beaucoup de ce que j'appellerais des grandes vertus ou des grandes valeurs. Oui. Par exemple, tu parles, on entend rarement ça aujourd'hui, la sainteté, l'admiration, oui. la gratitude, la bonté. Toutes ces grandes valeurs, pourquoi est-ce que ça sonne un peu traditionnel, mais pourquoi c'est important de revenir à ces vertus? Moi, je pense que, dans l'ensemble, ces vertus-là nous détournent de nous-mêmes. En fait, ce qu'il y a de commun dans ces vertus-là, la sainteté, la bonté, l'attention, l'honneur, tout ça, c'est que ça fait qu'on n'est pas au centre de l'univers. Alors, dès le moment où on cesse de considérer qu'on est au centre du monde, que tous nos choix sont justifiés parce que nous sommes libres, on devient attentif au monde. Et être attentif au monde, c'est être attentif aussi à la souffrance du monde, c'est être attentif aux injustices. Et
toutes ces choses-là procèdent d'une attention réelle au monde. Alors, est-ce que la bonté est traditionnelle? D'ailleurs, c'est une grande question. Il y a... alors là, on remonte au début du 20e siècle. Alors, un dirigeant socialiste, Jules Guesde, disait à un autre dirigeant socialiste, voyons, directeur du... Jaurès. Jaurès, voilà, merci. Ouais. Bon, écoute, alors je commence à vieillir. Disait à Jaurès, ce dont j'ai le plus peur, c'est que si jamais il nous arrive de prendre le pouvoir, que les matériaux humains soient gâchés. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il avait peur qu'un certain rapport au devoir soit perdu. Un certain rapport aux grandes vertus soit perdu. Le monde contemporain cherche à nous persuader que nous avons tous les droits et pas de devoirs. Alors, une société où on a tous les droits et pas de devoirs, ça n'est pas une société, c'est la jungle. Ça se réduit à une quantité d'individus qui sont en compétition féroce pour des biens de plus en plus rares. Avoir des devoirs, cela signifie restreindre, reconnaître qu'on a des devoirs, parce que bon, on en a de toute façon, mais encore faut-il le reconnaître. Ça veut dire remettre en question notre place dans le monde. On n'est pas au centre du monde, on fait partie du monde. D'abord, on fait partie du monde parce que le monde nous a fait. On est à une époque, dans une culture, avec une langue, tout cela nous fait, et nous avons une dette envers ce qui nous a fait. Évidemment, on peut refuser ça. On peut dire, non, moi, je suis libre. Je parle la langue que je veux. Ben, ça, c'est encore, on ne peut pas. Moi, je voudrais bien parler croate, mais j'ai grandi en français. Puis même après quelques années, même si tu l'apprenais, quand tu cognes l'orteil sur le meuble, c'est quand même du québécois qui sort. Absolument. Bon. Oui. Puis j'aurais un gros accent croate, je suis pas mal sûr. Mais cette idée-là de devoir est pour moi essentielle. Si on ne reconnaît pas qu'on a des devoirs les uns envers les autres, et aussi devant la planète, parce que bon, c'est pas à vous, jeunes gens, que j'ai à parler de la détérioration du monde et puis des catastrophes écologiques qui s'amènent. Vous êtes au courant. Nous sommes responsables, collectivement responsables. Ça, je suis certain que vous êtes tout à fait d'accord avec cette affirmation. Ça ne vous pose pas de problème d'être d'accord avec cette affirmation-là. Mais ça, reconnaître ça, c'est reconnaître qu'on a des devoirs. On a des devoirs envers la planète, les uns envers les autres. Et c'est ce qui fait que je parle de ces vieilles qualités-là. Le sens du devoir, le sens de la bonté, le sens de l'honneur. Et on pourrait ajouter une autre qu'on n'a pas abordée encore, l'autorité. Oui, ça, c'est l'affaire la plus compliquée. C'est le mot le plus inutilisable dans le Québec contemporain. Et pourtant, dans une maison d'enseignement, on devrait être... Ouais. Parce que ça va avec la transmission aussi. Tout à fait. Alors, c'est sûr que dans le monde contemporain, qui fait de nous des individus souverains et souverainement libres, le simple fait d'évoquer l'autorité, ça nous ouvre, disons, à des critiques. Or, il y a toujours de l'autorité. Il y a l'autorité des despotes et il y a l'autorité qu'on choisit d'honorer. Je vais y aller par un contre-exemple. Si on rejette toute autorité, non, je ne veux pas, je veux pas lire les grandes œuvres du passé, je ne veux pas me soumettre à l'autorité des professeurs, je ne veux pas... bon. On ne m'enlèvera pas de l'esprit qu'on se soumet quand même à l'autorité de la société de consommation et de la culture de masse. C'est une autorité qui agit souterrainement et de façon très forte. Il y a une autorité de la publicité, il y a une autorité... Parce que tous ces désirs-là qui nous viennent, ils nous viennent d'où? Alors, moi, je pense que de reconnaître que la question de l'autorité est une question fondamentale, ça nous permet au moins de la penser. Alors, si je veux échapper à l'autorité de la société de consommation et de la culture de masse,
je ne peux pas être libre en vase clos. On n'est pas libre en vase clos. On n'est pas... Quelque chose nous a fait, il faut qu'on s'y réfère. Alors, peut-être faut-il mettre au-dessus de nous l'autorité de certaines valeurs, le partage, la justice, la bonté. Et reconnaître aussi qu'il n'y a pas de culture sans transmission et pas de transmission sans autorité. L'autorité d'un bon maître, d'un bon professeur, consiste à rendre ses étudiants capables de contester son autorité. Et cela ne peut se faire que s'ils deviennent à peu près aussi savants que lui. C'est quand même fascinant, cette histoire d'autorité-là. Ben, ce matin, j'en parlais tantôt, il y a une publicité de la commission scolaire de Laval qu'on a vue récemment Oui. pour les DEP qui disait aux gens, perdez pas votre temps, allez pas faire de la philo, c'est inutile. On est un peu dans un monde comme ça qui décourage au fait de la transmission, Oui. c'est une perte de temps. Oui, bon. oui, oui. Qui décourage tout ce qui n'est pas satisfaction immédiate de nos désirs les plus ordinaires. Alors, je ne parle pas du désir de justice, du désir d'élévation. Non, non, non. Je parle du désir du prochain iPhone, du dernier jeu vidéo, de la bagnole. Ça, ces désirs-là, ils sont totalement encouragés. Pas de problème avec ça. Aucun problème. Mais le désir de connaissance, le désir d'élévation, ce sont des désirs qui ne sont pas encouragés. Et les jeunes l'ont par ailleurs. Hein. Et Ah, quand absolument. ils arrivent devant nos classes, ils ont ce désir Tout à de... fait. Et c'est ça qui est formidable. C'est ça qui fait que je continue à espérer. C'est que on sent tous bien ce qui se joue dans les médias de masse. On succombe, mais on le sait pareil. Devant la publicité, par exemple, on est tous ironiques. Bon, on le sait bien que c'est de la pub, on le sait bien. Mais en même temps, cette ironie-là ne franchit pas le pas supplémentaire qu'elle devrait franchir. Alors, ce n'est pas en rien de quelque chose qu'on règle le problème. Et ça, on devrait s'en convaincre davantage au Québec. Mais parlons-en du Québec, d'ailleurs. C'était ma prochaine question. Oui. Comme le hasard fait bien les choses. Dans le livre, on parle d'appartenance, d'enracinement. Oui. C'est un mot qui revient plusieurs reprises, l'enracinement. Alors aujourd'hui, on vit dans la mondialisation. La plupart des jeunes, il y avait un article encore dans Le Devoir ce matin où on parlait des jeunes qui vont en Australie, qui vont en Bolivie et qui sentent que pour eux, la question qui préoccupait leurs parents, celle de, je vais le dire franchement, de l'indépendance du Québec, Oui. pour eux, c'est ni oui ni non, mais on est plutôt des citoyens du monde. Alors, carrément une question assez frontale. Qu'est-ce que tu penses, Bernard, de l'indépendance du Québec aujourd'hui? C'est une question difficile à laquelle il y a une réponse simple. Je pense que sans l'indépendance, le peuple canadien-français va disparaître. Je pense ça complètement. Mais après avoir dit ça, je ne peux qu'avoir je ne peux pas être optimiste. Je pense que les chances pour que l'indépendance se réalise sont de plus en plus faibles à cause de deux raisons. Il y a d'abord une cause démographique au Québec. Les immigrants qui viennent ici ne viennent pas au Québec, ils viennent en Amérique et notre lutte ne les concerne pas. Et c'est bien compréhensible. Tu sors de la Syrie, tu sors de l'Amérique latine où tu as vécu dans... Je veux dire, tu veux déménager en Amérique puis juste qu'on te sacre patience puis avoir une job, être capable de nourrir tes enfants. C'est tout ce que tu veux. Et c'est normal. On ne pourra jamais leur en vouloir. Et bon, pour la plupart, pas tous, mais certainement pour une majorité, cette lutte-là nationale est sans intérêt et sans importance, et ils sont parfaitement à l'aise dans le multiculturalisme canadien. L'affaire, par contre, c'est que si on regarde la progression démographique, d'année en année, la possibilité de faire l'indépendance recule. Ça, c'est la première cause. La deuxième, ils sont mêlés, toutes deux. Et la deuxième, c'est que ça parle très peu aux jeunes gens. Très, très peu. Toutes ces histoires de nation, de passé, de langue. Non. Éric vous l'a dit, j'ai étudié en anthropologie. Et une des choses que je retiens de mes assez longues études en anthropologie, c'est qu'une société, ça a un dedans et un dehors. Alors, contrairement aux sans-frontiéristes d'aujourd'hui, moi, je suis totalement pour les frontières. Ça, la gestion des frontières, c'est une autre affaire. Mais nous, Québécois, parlant français à cause de la
persistance et du courage de nos ancêtres, on pourrait très rapidement, et c'est ce que je pense qui va arriver, perdre ce patrimoine culturel-là. On peut très bien dire, bon, écoutez, ce qui est important, c'est la culture mondiale, on peut très bien dire ça. Moi, c'est quelque chose qui m'attriste profondément, mais on peut le dire. Pour avoir vécu chez les Inuits, j'ai vu de très près les conséquences culturelles de l'acculturation. Vous savez, l'acculturation, c'est ce processus par lequel on perd notre culture d'origine et on s'intègre tant bien que mal à une autre culture. Alors, les Inuits, quand je suis monté dans le Grand Nord au tout début des années 80, il restait encore des vieux qui avaient connu la vie nomade. Et ce qu'il faut dire, c'est que la sédentarisation, le processus par lequel ils se sont mis à vivre dans des villages, ça a été une catastrophe. Une catastrophe complète où le vieux mode de vie traditionnel basé sur la chasse, la cueillette, la pêche a cédé la place à une économie d'assistanat, disons ça comme ça, avec tous les maux qui sont venus avec. Alcoolisme, problème de drogue, violence familiale. Il n'y a pas que ça dans le Nord, par bonheur. Mais quand on perd le centre vivant d'une culture et qu'on ne sait pas vraiment par quoi le remplacer, ça crée une situation d'anomie. Ceux qui ont fait de la sociologie connaissent le mot. Anomie, absence de normes. Je pense qu'on ne peut pas vivre une vie sans la reconnaissance d'un certain nombre de normes et de limites. Ceci dit, ça n'invalide pas notre liberté, bien au contraire. Une liberté, ça se vit à l'intérieur de limites qu'on peut transgresser. Mais s'il n'y a pas de limites... Mais la mondialisation, tu penses qu'elle est en train de dissoudre, au fond? Tout à fait. Alors moi, ce que j'ai vu chez les Inuits, j'ai peur qu'ils se reproduisent dans toutes les petites cultures, dont la nôtre. J'espère me tromper. Mais c'est une crainte que j'ai. Alors bon... Et pour en revenir à l'indépendance, je pense qu'il y a on est une petite culture. Le Québec est une toute petite culture, c'est presque rien. On n'a pas produit Socrate, on n'a pas produit Platon, on n'a pas produit Beethoven, on n'a pas produit Balzac, on n'a pas produit Flaubert, ni Proust, ni même Sartre. Mais quand même. On a quand même fait Miron, puis Aquin, puis... Voilà, on a fait Miron, Aquin, Fernand Dumont. Une espèce de petit miracle qu'un petit peuple ait échappé à l'assimilation de peu. Vous savez, on vous l'a dit dans les cours d'histoire, que plus d'1 million des nôtres est parti aux États-Unis parce qu'il n'y avait pas moyen de gagner sa vie ici. Vers la fin du 19e siècle, début du 20e. Alors, s'ils n'étaient pas partis, on serait aujourd'hui 10-12 millions au Québec, ce qui changerait singulièrement la donne. Mais on a quand même survécu. On a gardé vivant un lien avec une culture millénaire. Parce que, bon, quand on parle de culture québécoise, il faut faire la filiation avec le 17e siècle français, puis plus loin avec le Moyen Âge français. Racine, c'est à nous. La Fontaine, c'est à nous. Balzac, c'est un peu tiré par les cheveux, mais oui, c'est à nous. À cause de cette culture française-là. Et moi, je pense qu'il faut à la fois honorer, quel vieux mot, je pense qu'il faut à la fois honorer ce lien avec la culture française millénaire et avec la culture paysanne de nos ancêtres, qui ont vécu pour la plupart, sur des petites terres, à travailler jour et nuit pour faire vivre des familles de 15 enfants, et qui ont développé une façon de vivre collective qui n'a pas d'équivalent ailleurs. Oui, il y a d'autres sociétés paysannes, oui, mais cet alliage-là de sentiments communautaires, de fierté linguistique, et bon, moi, j'y peux rien. Quand j'entends les vieux parler la langue québécoise, ça me fait pleurer. Les vieux mots, les vieilles façons de dire, qui n'ont rien à voir avec le français à peu près international que je parle quand je suis en public. Mais
Cette langue-là, c'est la nôtre. Elle nous appartient. Ça fait partie de notre richesse. Je ne dis pas que c'est supérieur aux autres. Non. Regardez, je suis anthropologue. Alors, pour moi, il y a pas une équivalence, mais certainement une valeur dans chaque culture qui fait partie de la richesse du patrimoine mondial. Pour moi, si la culture des Inuits disparaît, on est tous perdants. Si la culture des Yanomami disparaît, on est tous perdants. Vous savez qu'il y a des dizaines de langues qui disparaissent à chaque année. Il m'est arrivé dans ma vie de rencontrer la dernière locutrice native, c'est mal traduit, la dernière personne qui avait appris l'Abénaki de sa mère. L'Abénaki, la langue abénakise continue à vivre, mais ce sont des gens qui l'ont apprise à l'école, qui la font vivre. Alors, elle est maintenue, et pour moi, c'est une perte pour la richesse de l'humanité. De la même façon, cette petite culture dont nous faisons partie, cette petite culture perdue dans un petit coin de l'Amérique anglophone, où on continue tant bien que mal à parler un français ou s'entendre des traces du 17e siècle, où on a développé des façons d'être ensemble assez particulières. Cette petite culture-là, elle fait partie de la beauté du monde. Et il n'y a personne d'autre que nous qui va la préserver. Bernard, justement, ça m'amène à une autre question, puisque le temps file, mais ça a un lien parce qu'on parle de préservation et de conservation, et quelqu'un qui t'écoutait au début de ton exposé, t'entend parler contre la publicité, contre le capitalisme, tu parles même de socialisme, donc ils vont se dire « Ah, c'est un socialiste ». Et là, tu nous parles après ça de tradition, de conservation, d'enracinement, d'appartenance à la culture, et dans le livre, tu utilises une formule qu'on trouve chez George Orwell, socialiste conservateur. Ouais. C'est pas une contradiction? Mais absolument pas. D'abord, je veux parler de ce conservatisme-là. Il n'y a personne à gauche qui accuse les écologistes de conservatisme. Pourtant, que veulent faire les écologistes? Ils veulent conserver la beauté du monde. Ils veulent conserver des espèces en voie de disparition. Ils veulent que l'océan reste à peu près exempt de pétrole. Ils veulent que le paysage soit conservé et respecté. C'est parce qu'ils voient une richesse dans cette beauté du monde-là. Ils veulent la conserver. Alors moi, de la même façon, je suis conservateur culturel. Je crois qu'il y a une beauté dans les cultures qu'il faut préserver. Je pense que la disparition des cultures traditionnelles, l'Inuit, la Yanomami, la portugaise, la québécoise, en fait, les petites cultures, je pense qu'il y a une beauté là qu'il vaut la peine de conserver au même titre qu'il vaut la peine de conserver des koalas ou des pandas. Pour en revenir aux écologistes, s'ils sont vraiment conséquents, s'ils veulent vraiment préserver la beauté du monde, cela ne peut se faire qu'en remettant en question la logique capitaliste. La logique capitaliste qui consiste à voir le monde comme une matière première, comme une occasion de profit. Alors, les écologistes conséquents sont contre le développement débridé, sont contre. Alors moi, de la même façon, sur un plan culturel, je pense que le capitalisme est aussi destructeur pour les cultures que pour la nature. Alors voilà ce qui me rend à la fois socialiste et conservateur. Ça mène à une autre question, la question peut-être du commun. Dans le livre, on dit à quelque part, le commun est la signature du bien. Oui. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de penser le bien ou la justice sans penser le monde commun? Oui. Dans le monde contemporain, tout nous ramène à nous-mêmes. Nous sommes au centre de notre vie. Nos désirs comptent plus que tout le reste. Je n'ai pas à longtemps démontré à quel point c'est dangereux. Si nous ne sommes qu'une poignée d'individus dont les désirs sont sacro-saints et qu'on ne peut pas les remettre en question, mais c'est évident que ces désirs-là vont nous amener à détruire la planète, puis éventuellement à entrer dans une compétition féroce les uns avec les autres. Si mon désir vient contre ton désir et que j'ai tous les droits, eh bien, il ne nous reste plus qu'à se battre. Et c'est la jungle. Et si nos désirs individuels sont au-dessus de tout et que nous nous sommes livrés à la logique publicitaire des masses médias, la planète n'a pas 100 ans à vivre. On ne s'en sortira pas
sans reconnaître l'importance de ce qui nous est commun. Et ça, c'est pas juste la planète, c'est aussi l'espace social. Et la culture. Et la culture. Imaginez ce que serait le métro de Montréal sans la reconnaissance implicite de quelque chose qui nous est commun. Ce serait l'enfer. Il y aurait des morts à toutes les heures de pointe. Il reste quand même quelque chose de formidable. Malgré tout notre pessimisme, nous reconnaissons dans le métro, en tenant la porte ouverte, en disant « Pardon, madame ». C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui le fait. Puis, Mais non, il y a du commun. Je me contrôle. Mais, alors, ça, on peut bâtir à partir de ça. On peut bâtir à partir de cette idée que nous partageons le wagon de métro. Alors, je ne peux pas mettre ma musique trop forte. Je ne peux pas mettre mes pieds boiteux sur le siège. Si c'est possible, je tiens la porte pour la vieille madame. C'est curieux parce que quand on fait ça, on se sent bon. C'est formidable. Notre culture nous a inculqué que c'était un geste qu'il fallait faire. Tenir la porte ouverte pour les vieilles madames. Il y a quelque chose en nous qui... Et ça aussi, c'est un de mes espoirs. C'est qu'il y a eu dans notre culture nos mères qui nous ont dit de faire ça. Nos mères qui étaient dépositaires. Comment tu dirais ça, toi? On demande aux profs de français. Tertrices, il y a aussi des profs de français. Dépositaires, disons. Nos mères qui étaient dépositaires d'une sagesse immémoriale qu'elles tenaient de leur mère et de leur grand-mère. Il faut faire attention aux vieilles madames. Mais, pour moi, on peut bâtir avec ça. Cette reconnaissance-là que c'est du commun. Parce que la vieille madame, ben un jour, ma grand-mère, ma mère, et moi, je vais être un vieux monsieur. Puis, d'ailleurs, on commence à me céder des places dans le métro, imaginez. Alors, je souris, je dis merci. Non, merci, mademoiselle, vous êtes bien gentille. Mais ça, cette reconnaissance de quelque chose qui nous est commun, d'un espace commun, d'une vie commune, c'est essentiel. Et on commence par des petites choses, mais on se rend compte qu'il n'y a pas juste ça, que l'espace public, c'est quelque chose de commun. Il faut donc faire attention à l'espace public. Il ne faut pas privatiser tous les espaces et les donner à la publicité. Il faut créer des places où les gens vont pouvoir se rencontrer. Alors, cette idée-là que tout est comme... on ne peut pas vivre sans commun, c'est une idée essentielle. Parce que de reconnaître que quelque chose nous est commun, ça implique forcément de mettre un frein à notre individualisme et à nos désirs effrénés. On accepte dès le moment on accepte dès ce moment-là que l'idée qu'il y a des limites. Et ça, c'est un truc important parce que, écoutez, je ne sais pas si vous êtes attentif au discours publicitaire. Le discours publicitaire nous convainc toujours, il n'y a pas de limite. Just do it. Just do it. Parce que je le vaux bien. Parce que je le vaux bien. Il n'y en a pas de limite. Mais je suis désolé, il y en a des limites. Puis au premier chef, la mort. Je suis désolé de vous l'apprendre, là, mais nos histoires vont toutes finir comme ça. Et c'est une limite. Mais on conteste ça aujourd'hui. Oui, il y a le transhumanisme. Arrêtez. Il y a des limites. La planète est limitée. Les ressources naturelles sont limitées. La quantité de monde qui peut vivre ensemble est limitée. Il y a des limites partout. Notre intelligence est limitée. Certains plus que d'autres. Alors, cette idée-là qui a du commun nous amène à la reconnaissance de nos limites. Et tout à coup, on devient plus humble. On se rend compte que nous dépendons les uns des autres. Et que le commun, c'est pas juste le wagon de métro, c'est pas juste la rue qu'on partage, c'est aussi la culture commune. Peut-être une dernière chose avant de terminer, oui. Puisqu'il faut terminer à un moment donné. Nous traversons, on a commencé comme ça, comme une période assez difficile. L'avenir même est un peu sombre. On a lu ce matin dans le journal que le réchauffement de la planète allait plus vite que prévu et qu'on allait dépasser le seuil des 2 degrés, 3 degrés d'augmentation, des bouleversements, etc. Donc, pour les jeunes étudiants et étudiantes qui sont ici, l'avenir, il n'est pas évident de vivre ici pour prendre le titre de ton prochain film. Alors, peut-être en terminant, qu'est-ce qu'on peut faire un petit peu plus concrètement, peut-être, pour garder la flamme allumée dans ces temps, des fois pas toujours, un petit peu sombres parfois? Ouais. Moi, je pense qu'il faut être attentif au monde. Attentif. Être attentif. C'est un ciel assez ordinaire, là. On peut dire ça? Oui. C'est un ciel assez ordinaire aujourd'hui. Mais être attentif à cette belle lumière de l'automne, ça donne envie de sauver la planète, quand même. Il pourrait y avoir rien, on ne pourrait pas être là, mais on est là.
Et on est sensible à ça, on est sensible à cette lumière-là, on est sensible à une musique, on est sensible à la beauté d'un visage. Et malgré le sentiment d'impuissance qu'on éprouve parfois, il faut se convaincre d'une chose, c'est que l'histoire n'est pas écrite. On ne peut pas à la fois proclamer notre liberté et rendre les armes. On ne peut pas à la fois dire qu'on est libre et qu'on ne peut rien. Il faut décider. On est libre ou on ne peut rien. Alors, si on est libre, c'est qu'on peut quelque chose. Parfois, c'est peu, mais on peut quelque chose. On peut être sensible à la beauté du monde. On peut ouvrir la porte à une vieille dame. C'est déjà ça. C'est déjà ça de gagner. Chaque geste de bonté, chaque moment où on est sensible à la beauté, ça nous arrache à un destin épouvantable. Parce que si on se met à ne plus être attentif, « Ah, je m'en calisse, je suis chaud dans mon char, j'accélère, je consomme. » La planète devient invivable. Mais si tout à coup, on est sensible à... Mais d'ailleurs, il faut se demander qu'est-ce que c'est vraiment la beauté. Moi, je suis particulièrement sensible aux beaux, vieux visages. Je guette ça dans le métro, sur la rue. Tu sais, des visages ridés où il y a l'expérience d'une vie. Je trouve qu'il y a une beauté à ça. Évidemment, tout l'appareil publicitaire tend à nous faire croire que c'est pas beau, qu'il faut masquer ça, qu'il faut cacher les rides, qu'il faut... Moi, je suis désolé. Quand je vois une vieille madame grimée qui essaye de se faire passer pour 16 ans, je me dis non. Je sais, c'est son droit. Mais, moi, c'est la beauté de l'âge. Enfin, bon, il y a cette beauté-là, et il y a tant d'autres choses encore. La lumière sur un mur de briques en plein centre-ville de Montréal. Ben oui, c'est beau. Ça peut être très beau. Un chat qui passe. C'est niaiseux, un chat. Mais quelle splendeur! Quand on se dit... Mais quand on se met juste à part... Là, ça y est, je vais faire de la poésie. Je sens que je vais faire de la poésie. Mais un simple chat qui passe. Quelle beauté! Quelle beauté! Ça marche quand on se met à penser à la complexité de cet organisme-là. Puis là, je ne vous demande même pas de regarder le ciel et de compter les galaxies. Là, ça aussi, c'est pas mal comme expérience. Mais un chat, la splendeur biologique. Et écoutez, à 50 années-lumière d'ici, il n'y a pas un maudit chat. Ils sont tous sur la même planète. Ils sont ici. Peut-être qu'il y a de la vie intelligente quelque part dans l'univers, mais ce qu'on vit ici est totalement unique. On dépend d'une chance absolue. L'univers est vide à 50 années-lumière autour et il y a des arbres, de la lumière, des chats, des vieilles dames, des wagons de métro. Quelle chance! Alors pour moi, malgré tout, on est incroyablement chanceux. Et il faut être à la hauteur de cette chance-là. Pour moi, cette beauté du monde-là, c'est une dette. On est en dette de ça. On est en dette. On doit à nos ancêtres, à nos parents, aux auteurs des grandes œuvres, on leur doit quelque chose parce qu'ils nous ont légué de la beauté. Pas rien que ça, évidemment, mais de la beauté. Et cette dette-là, je pense qu'il faut l'honorer en sauvant la beauté du monde. Alors, vous savez l'expression « honorer une dette », c'est une vieille expression. Ça s'utilise presque plus maintenant. Honorer une dette, c'est payer ses dettes. Mais moi, j'aime bien cette expression « honorer une dette ». Faire honneur. Faire honneur. Alors, c'est une question d'honneur. Nous sommes en dette. Nous sommes en dette envers nos ancêtres et envers quelque chose qu'on ne peut même pas nommer. Moi, je ne suis pas croyant, mais je ne peux pas m'empêcher de concevoir, de penser que le monde est tellement plus grand, que c'est quelque chose qui me dépasse. Je ne sais pas qui remercier, mais je sais qu'il y a quelque chose de plus grand que moi que je ne comprendrai jamais. Appelez ça comme vous voulez, Dieu... mais je sens que cette présence-là qu'on a dans le monde crée une dette. On est en dette et il faut honorer cette dette. Voilà. Merci, Bernard. Merci beaucoup. Donc, on va prendre quelques questions. Si les gens veulent poser des questions, il y a un micro qui est juste là. On vous demanderait de vous rendre là-bas si vous avez des questions parce que ça enregistre et donc c'est mieux si vous allez dans le petit micro qui est là. J'en profite pendant que les gens se dégèlent un peu pour faire la pub parce que la pub, elle n'est pas toujours mauvaise. Il y a des... Fermez votre poste. Non, mais c'est pour une bonne raison. C'est la publicité pour le livre de Bernard dans le sens que vous aurez 25 % de rabais si vous voulez aller à la coop
pour acheter le livre Camarade, ferme ton poste. Je pense que c'est les gens de la bibliothèque qui les ont derrière. Donc, voilà, un petit coupon. Donc, est-ce qu'on a des questions quelque part? Tu leur as fait peur. Oui. Écoutez, je peux vous dire, ça prend un ou une brave. Et en voilà un. Donc, et deux. Et deux, formidable. Alors, mais laissez pas juste les profs parler, là. Alors, ce sera Jacques Provost. Et on sera bref. Monsieur Aymon, merci de votre venue. Vous avez des étudiants, pour la plupart, ici, dans un magnifique programme qui est un programme de cinéma. Oui. Vous êtes cinéaste. Oui. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le cinéma québécois? Écoutez, je vais vous répondre bien franchement, je vois très peu de films récents. Mais vraiment très, très peu. Alors, je n'ai pas d'opinion. Je ne peux pas dire que je me sens particulièrement attiré par le cinéma contemporain. Je vois encore beaucoup de films, mais rarement contemporains. Ça pourrait être une bonne question, ça. Est-ce qu'au fond, pour créer tes propres films, est-ce que tu n'as pas besoin un peu de te tenir à distance ou à l'écart? Je pense qu'il y a deux choses là-dedans. Oui, il y a effectivement, quand je suis en train de faire un film, mais pourtant, non, je continue à avoir des grandes œuvres. Je continue à avoir des films de Kurosawa, de Bergman. C'est assez désespérant, d'ailleurs, de se rendre compte qu'on n'arrivera jamais au niveau de ces grands-là, mais quand même. Je pense que ça procède d'une détestation profonde de ce que le monde est en train de devenir et de ce que l'industrie du cinéma, je parle pas de l'art du cinéma, parce qu'il reste un art du cinéma, mais de ce que l'industrie du cinéma nous propose. Ça me désespère, ça ne m'intéresse pas. Je pense que le langage de la publicité a envahi le cinéma, des façons de tourner, des façons de monter. J'ai l'impression, quand je regarde souvent des films contemporains, que je suis en train d'écouter un clip d'1h30. Je n'en peux plus. Le cinéma contemporain, et pas tout le cinéma contemporain, bien sûr, mais une bonne partie du cinéma contemporain me paraît être une succursale de la culture de masse et de la société de consommation, un poste avancé de la publicité. Alors que toi, quand tu travailles dans tes films, c'est beaucoup avec la lenteur, l'économie des mots. Dans le dernier film, tu disais qu'Élise Guilbeault parlait presque pas pendant 1h30. Ben oui, c'est ça. Alors, ce que je vous ai dit, l'attention au monde, j'essaie de pratiquer ça dans mon cinéma, ce qui ne fait pas de moi quelqu'un de plus fin que les autres, mais écoutez, j'ai beaucoup de difficultés à répondre à cette question-là parce que je sais qu'il y a des cinéastes québécois qui travaillent fort, qui font des œuvres valables, mais j'ai comme une espèce d'irritation. Qui ne m'amène pas souvent dans les salles de cinéma. Voilà. Voilà. Il n'y a pas Sébastien Bage qui avait une question. Ah, OK. Ah ben... Dans le fond, j'aimerais ça venir quand vous parliez de l'accomplissement des désirs, notamment. Oui. Est-ce que vous pensez que la montée de l'individualisme aujourd'hui est en train de nourrir le monde capitaliste? Absolument. Alors, je ne sais pas si vous avez bien entendu la question, mais monsieur me demande si la montée des désirs qui est encouragée aujourd'hui, individualiste, de l'individualisme, favorise la montée du capitalisme. Absolument. Le capitalisme, c'est une machine, est devenue une machine à transformer les désirs individuels en profit. Il faut créer le désir. Et il faut créer le désir en flattant l'individu. C'est ce que la pub fait constamment. Mais la question de l'individualisme est intéressante. Parce que, à la fois, on dit oui, on vit dans une société hyper individualiste, on peut le dire, et avec raison. Mais il faudrait dire en même temps qu'on n'a jamais vécu dans une société aussi conformiste. C'est quand même paradoxal. Que nous enfermant chacun dans nos désirs individuels, dans ce que nous voulons pour nous-mêmes, dans notre petite liberté, nous sommes conduits à cause, en partie, de l'appareil des masses médias et de la culture de masse, nous sommes conduits à tous vouloir la même chose. C'est quand même fascinant. Et on a l'impression que la vraie liberté, c'est de tourner le dos à ce faux individualisme-là.
Il peut avoir une liberté dans le fait d'adhérer à des choses. Pierre Vadeboncoeur disait ça. La liberté, c'est pas de s'arracher à ce qui est commun, c'est d'y adhérer. Oui. C'est contre-intuitif en même temps. Oui, c'est contre-intuitif, mais Vadeboncoeur disait que il faut que la liberté place au-dessus d'elle quelque chose. Le bien commun, la justice. Alors, à partir de ce moment-là, notre liberté individuelle cesse d'être un outil de satisfaction des désirs et peut devenir un outil de satisfaction de nos idéaux. Ce qui est assez différent, vous en conviendrez. C'est beau, ça. C'est gratis. Merci. Est-ce que Sébastien Bach, tu avais une question? Bonjour, merci. Je suis comme Jacques Provost, j'aimerais que vous parliez un tout petit peu de cinéma, s'il vous plaît, mais je ne vais pas être aussi embarrassant que lui avec ma question. Je vais vous demander de parler de vos films plutôt que de ceux des autres, si vous permettez. Oui, enfin, j'aurais plusieurs questions, mais là, peut-être qu'on pourrait simplement poser une question simple. À votre avis, de cinéaste, attaché peut-être à cette formule ou guidé par cette formule d'honorer une dette que nous aurions, oui. Qu'est-ce qui, à vos yeux, mérite de faire l'objet d'un film? Qu'est-ce qui vous intéresse quand vous entreprenez des projets de cinéma? Moi, je dirais qu'il y a deux choses qui m'animent. D'abord, effectivement, le fait d'honorer une dette, mais celle que j'ai à l'égard des cinéastes qui m'ont précédé. Presque tous mes films procèdent d'un amour du cinéma du passé. Alors, dans le dernier film, celui que je viens de terminer, il y a une sorte d'hommage qui n'est pas évident, mais qui, pour moi, a permis de faire le film. Un hommage à Tokyo Story de Yasujiro Ozu, magnifique cinéaste japonais, décédé au début des années 60. Alors, il y a vraiment cette dette-là que j'ai à l'égard de Bergman, de Kurosawa, de Fellini. Tous géants indépassables, mais quand même qui ont créé un véritable art du cinéma. Et ça remonte évidemment à Dreyer. Alors, je pourrais vous faire la liste de 15, 20 films incontournables. Et c'est formidable, l'histoire du cinéma, ça a 115 ans à peu près. C'est court. On peut faire le tour des grandes œuvres en une année. Pas de toutes les grandes œuvres, mais avoir une assez bonne idée de ce que... Alors, il y a ça. Alors, si évidemment on ne s'abreuve que de vidéoclips, quand viendra le temps de faire un film, qu'est-ce qu'on va faire? Du vidéoclip. Je pense que pour tous les jeunes gens qui auraient envie de faire du cinéma, il faut remonter pour aller voir les grandes œuvres du passé, commencer par exemple par la Jeanne d'Arc de Dreyer ou par les films muets de Chaplin ou de Keaton, mais remonter au cinéma muet, arriver tranquillement au parlant. Alors bon, voilà. Dette à l'égard des grands cinéastes. Et ce qui me pousse à faire des films, c'est vraiment toujours un esprit de conservation. Le film que je vais faire va-t-il servir à quelque chose? Ce qui ne veut pas pour moi dire qu'il faut faire des films militants. Je serais incapable d'en faire parce que je trouve que la réalité est trop complexe pour que dans une œuvre d'art, on veuille la réduire par un discours militant. Mais quand même, il y a des choses qui m'apparaissent importantes, qu'il m'apparaît important de sauver, de sauvegarder. Et c'est beaucoup de ça que je parle dans mes films, du lien entre les générations, de la beauté du monde, de l'occupation du territoire. Alors, avec ma compagne Catherine Martin, qui est elle aussi cinéaste, on occupe beaucoup le Québec. On n'est pas les seuls à le faire, mais il y a certainement une tendance lourde dans le cinéma québécois à jamais traverser le pont Jacques-Cartier. Ils viennent à Longueuil, dans le Vieux-Longueuil, ils font des tournages. Le Vieux-Longueuil, ça va encore. Ça va encore, c'est ça. beau, oui. Mais pour elle comme pour moi, le Québec des régions est essentiel. Alors, on a tourné en Abitibi, sur la Côte-Nord. Pour nous, occuper le territoire, c'est extrêmement important. Important non seulement pour la beauté des paysages, mais aussi pour la beauté humaine, pour la richesse de la langue, des accents, pour la richesse de la vie communautaire. Alors, dans nos films de fiction comme dans nos documentaires, on va chercher quelque chose de ce côté-là. En fait, ce qui me fait faire du cinéma,
c'est que j'espère à chaque film trouver et retenir un peu de la beauté du monde. Et c'est difficile, parce que le cinéma, c'est un art lourd. Je vous avouerai que je préfère mes textes à mes films. Parce que mes textes, je les écris seul, chez moi. Ça coûte 0 cent. Je suis complètement libre d'arrêter, de recommencer, et bon, jusqu'à temps que ça me satisfasse. Mais quand on fait un film, c'est une petite et moyenne entreprise. On va dépenser 2-3 millions en quelques mois. Et on court après l'argent. C'est une campagne militaire. Alors, je sais dans ma journée, quand j'ai planifié ma journée de cinéaste, que j'aimerais faire 22 plans pour raconter l'histoire que je veux raconter. Eh bien, il arrive qu'au break du dîner, je n'en ai fait que 6 et que ma première assistante vient me voir en me disant « Bon, mais Bernard, il va falloir commencer à simplifier. » Faire du cinéma, c'est ça. C'est à la fois avoir des collaborateurs et des collaboratrices, parce que c'est un art collectif. Des collaborateurs et des collaboratrices qui ajoutent vraiment au film. Et c'est aussi de travailler avec des comédiens et des comédiennes qui apportent quelque chose qui est totalement leur au film. Alors ça, c'est le côté extraordinaire de l'œuvre collective. Le côté difficile, c'est la lourdeur de l'appareil. Et bon, au Québec, les budgets sont limités. Et c'est pas moi qui va m'en plaindre. C'est pas le gars qui vous parlait tout à l'heure de l'importance des limites qui va exiger des budgets limités. Non, non. Je suis, je le sais, un privilégié. J'aurais tourné en 25 ans 8 longs-métrages et 6 documentaires. Et je sais à quel point je suis privilégié de l'avoir fait. Mais quand même, les films se tournent dans l'urgence. Les films se tournent dans la pénurie. C'est une économie de guerre. Et on est rarement satisfait de ce qu'on a fait à cause de nos limites personnelles, parce que ça, c'est sûr. Je sais à quel point je suis limité comme cinéaste, et limité pas seulement par les budgets, mais limité par mon propre talent, mais limité aussi par le budget. Alors, faire la chasse à la beauté, c'est parfois rentrer bredouille, mais c'est l'intention qui compte. Il nous reste encore du temps, je pense. Question derrière. On a jusqu'à quelle heure? C'est encore une fois... Parfait, encore 10 minutes. Oui, bonjour. J'aimerais savoir, est-ce que pour vous, tout à l'heure, vous parliez de la publicité... Pourriez-vous parler plus près du micro? Tout à l'heure, vous parliez à quel point la publicité était trop présente. Est-ce que vous pensez que, dans un certain sens, c'est utile parce qu'elle permet de rendre plus précieuse et exceptionnelle l'art de regarder et d'admirer la beauté du monde? C'est une question intéressante. En fait, ce que vous me dites, c'est est-ce que la laideur est nécessaire pour apprécier la beauté? C'est pas vilain comme question. C'est sûr que ça marche par contraste. Et moi, je fais partie des gens qui pensent que la brièveté de la vie la rend plus belle. Mais ça ne me conduit pas à penser que la publicité rend la beauté du monde plus... elle la rend certainement plus nécessaire. Mais en même temps, une chose qui est terrible dans la publicité, c'est le temps de la publicité. C'est le rythme effréné des pubs. C'est le fait qu'une pub, c'est fabriqué pour vous attraper et vous rendre prisonnier pendant 30 secondes. Le monde n'est pas fait comme ça. Pour voir la beauté du monde, il ne faut pas s'attendre à être attrapé. Je sais pas, là, mais vous regardez ce ciel-là, puis mettons que... ouais. Mais si on le regarde assez longtemps, on peut y trouver de la beauté. De la même façon, les visages qui passent dans la rue, ben, c'est sûr que s'il y a une super belle fille ou un super beau gars qui passe, on va être attiré. Mais il ne faudrait pas que ça nous rende... T'sais, si la pub nous a imposé des modèles de beauté, il ne faudrait pas... Ben, malheureusement, ça fait que ces canons de la beauté-là nous empêchent de voir d'autres beautés. Tu sais, je ne sais pas, moi, une vieille dame ou
Les oies à Cap Tourmente, t'en Les- parles d'ailleurs. Il y a une les scène oies à dans la Cap neuvaine Tourmente. d'ailleurs où on les voit Ah oui. tourner ces oies. Et il faut attendre. Il faut attendre. Moi, j'ai une petite cabane dans le bois que j'ai bâtie il y a une trentaine d'années et je vais souvent sur le bord de l'eau rien faire. Mais il faut vraiment rien faire longtemps pour voir passer une loutre. C'est pas fréquent. Ou pour voir passer un renard. Ou tout à coup, c'est une oie qui passe à 10 pieds au-dessus. Ça, c'est fantastique. Tu es en train de lire tranquillement, en checkant la rivière, puis là, tout à coup... Beauté du monde. Ben alors, si je m'étais installé sur la pointe avec un transistor... Un transistor. C'est un vieux monsieur qui vous parle, hein? Un gâteau blaster, même pas. Un iPhone, probablement. Un iPhone amplifié, disons. La pauvre roi aurait fait un détour. Alors, il y a cette espèce de... La pub, le temps de la pub, nous rend impatients. Or, la patience est essentielle pour percevoir la beauté du monde. Bien, merci Bernard. Je pense qu'on va conclure ça maintenant parce qu'il est à peu près l'heure à laquelle... Ben, je remercie tout le monde d'avoir été là. Ben oui, merci. On a des petits coupons à faire tirer et ça donne droit à des ouvrages de Bernard Raymond. C'est le fun. Ouais, donc, la firme de surveillance Martin Dubois va surveiller le tirage. Et c'est Bernard qui va piger, Ah bon? s'il veut. Ben oui, bien sûr. Et Éric Martin, est-ce qu'on a le droit d'être un peu impertinent et de demander une dernière question? On peut tout à fait faire ça. Ben oui. Je suis désolé, elle était un peu, j'aurais dû, c'est de ma faute. Hein. Mais oui. Elle était sous-entendue dans la question précédente que j'ai posée tout à l'heure. Je reviens à votre livre, enfin, Oui. qui est fort beau, qui contient une série de courts textes. Oui. Au centre du recueil, il y en a un peu plus long que les autres, Oui. qui est très beau, peut-être un des plus beaux, qui s'intitule « Entrer dans une église ». Ah oui. Bon. Vous nous avez dit tout à l'heure, un peu in extremis souci, que vous n'êtes pas croyant. Oui. Hein, dans votre livre, quand Je on l'a suis lu, un on sait que vous êtes catholique non-croyant. mécréant, pardon. Oui. Oui, c'est le mot. Et vous nous avez aussi parlé de votre amour des paradoxes, peut-être un peu orwellien, par exemple, celui qui consiste à être à la fois conservateur et socialiste. Et là, quand on connaît un peu vos films, quand on lit le plaisir que vous avez d'entrer dans une église pour y trouver un réconfort, une tranquillité qu'on ne trouve pas ailleurs aussi, on se rend compte que vous êtes un mécréant qui s'intéresse beaucoup à Dieu. Oui. Ne serait-ce que dans une perspective culturelle, parce que c'est important dans cette culture du Québec Oui. que vous travaillez peut-être à conserver. Je ne sais pas si on ne pouvait pas dire un petit mot là-dessus quand Bien même, sûr. hein, c'est-à-dire sur Dieu, le Québec et la suite du monde peut-être. Wow. Bon. Il y a comme deux choses. D'une part, je pense que l'héritage catholique au Québec est quelque chose d'extrêmement important. Et quand je dis ça, je sais parfaitement qu'il y a eu les prêtres pédophiles, les pensionnats amérindiens, la compromission de l'Église avec Duplessis, je le sais. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Mais il y a eu aussi des centaines de prêtres et de religieuses dévoués qui ont fait le bien, qui ont sincèrement fait le bien et qui ont aussi permis à la culture et à la langue française de perdurer. Ça fait partie de notre histoire. Et maintenant, la pensée dominante au Québec veut rejeter ça. Je veux bien qu'on accuse les prêtres pédophiles, tant mieux. Mais qu'on mette tout dans le même panier, je trouve ça excessif. Et il faut se rappeler qu'il y a quand même un certain nombre de personnages religieux dans notre histoire qui ont été, je ne sais pas comment dire ça, des héros, ou en tout cas qui ont bien mérité de la patrie. Monseigneur Charbonneau, Marguerite Bourgeois, voyons, la Fleur Laurentienne. Marie-Victorin. Marie-Victorin. Et ça fait partie du grain de notre culture. Moi, je pense que les églises de campagne au Québec, c'est ce qu'on a fait de plus beau en architecture. C'est quand même quelque chose qu'un petit peuple fauché de paysans qui se devaient le cul, je sais, on peut dire « Ah, c'est terrible, l'Église a exploité ces pauvres paysans qui ont créé des églises à la sueur de leur front. » Ben non. On peut aussi dire ils ont créé une beauté commune, quelque chose qu'ils ont partagé et d'où ils ont tiré fierté. Et aussi, alors ça c'est pour la première chose, l'importance du fait religieux dans l'histoire québécoise.
La deuxième question est beaucoup plus difficile. Le deuxième aspect de la question est beaucoup plus difficile. Moi, je pense qu'il n'y a pas de vie qui vaille la peine d'être vécue si la question de Dieu, question sans réponse, si la question de Dieu n'est pas posée. Alors, je précise, question sans réponse. Alors, pour ceux qui auront fait de la logique, c'est évidemment une question indécidable. Mais on peut très bien dire Dieu n'existe pas, le Big Bang est arrivé et tout ça s'est mis à exister. Et c'est tout ce que la logique nous permet de dire. Absolument. Mais Vadeboncoeur, lui encore, disait que lui qui se disait incroyant mais pas athée, il disait que l'athéisme réduit le monde. Cette certitude-là réduit le monde. Il n'y a rien au-dessus de nous. Et c'est comme ça. Le monde s'est mis... Oups! Tout était vide. Mais Merci. je pense que de se poser la question, sans évidemment pouvoir y répondre, ça nous ouvre au moins un questionnement sur l'immensité de l'univers, sur la chance absolue qu'on a d'être là, sur la beauté du monde. Et ça nous ouvre aussi, si on n'est pas imperméable aux traditions religieuses, à toute la beauté qui s'est déployée dans l'art occidental à travers les siècles par le biais de la foi. Je ne sais pas si, comme moi, vous allez dans les musées, mais si vous y allez, vous aurez tôt fait de vous rendre compte qu'une culture religieuse minimale est indispensable. Et à travers le catholicisme, puis toutes les religions chrétiennes, il s'est quand même canalisé un certain nombre de questions à travers les siècles, et il s'est créé de la beauté. Excusez-moi, mais moi, pense vraiment que sans les cantates de Bach, le monde serait vraiment moins intéressant. Et les cantates de Bach, je suis désolé, ça n'existe pas sans la foi. Alors, moi qui suis mécréant, je regrette de n'être pas croyant, mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis un homme de mon époque et ma raison travaille fort, disons. Mais je sais que ma raison n'épuise pas le réel. Et je sais aussi que la raison est insuffisante pour penser le bien, le commun, ce que nous partageons. À un moment donné, il faut faire un acte de foi dans la justice sociale, parce qu'on peut très bien être comme les utilitaristes et dire, bon, ben, le bien commun va venir de la conjonction de tous les égoïsmes. Allô? Vous appelez ça scientifique, les amis? Moi, je pense que ça prend un acte de foi. On ne peut pas trancher la question de Dieu, mais ça prend des actes de foi. Je crois dans la nécessité de la justice. Je crois que quelque chose de commun nous unit. Je crois que la beauté nous est donnée et que ça nous met en dette. Tout ça, ce sont des croyances qui ne sont pas très loin de ce que le Christ disait dans son sermon sur la montagne. Alors oui, je suis un non-croyant qui pense que le sermon sur la montagne est une des plus belles choses qui ont jamais été écrites. Hein? Il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux que pour un chameau de passer à travers le chat d'une aiguille. Ah! Oh! Il y a une... Alors voilà, à cause de tout ça, je pense que la foi est nécessaire, pas nécessairement la foi religieuse, et je sais à quel point la foi religieuse peut être dangereuse. Et que d'une certaine façon, l'athéisme est une foi religieuse. L'athée dit « il n'y a rien ». De la même façon que le fondamentalisme chrétien ou musulman ou juif dit « je suis totalement sûr d'avoir la vérité ». Pour moi, la seule attitude possible, la seule attitude féconde, c'est de dire « je ne suis pas certain, je ne sais au fond pas grand-chose, mais ce que je sais, c'est qu'il faut croire en quelque chose ».
Hey, voilà. Bon. Merci beaucoup à Bernard d'être venu aujourd'hui. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Merci. Je pense qu'on